Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il y a une raison toute simple pour ça, c'est qu'on n'avait pas de sortie au mois de mars. Il y a une autre raison pour ça, c'est que la vidéo du mois de février a un petit peu buzzé par rapport aux autres vidéos iComics en règle générale. Vous savez très bien pourquoi, puisque je mettais les pieds dans le plat de pourquoi le marché du comics va mal. Alors, j'aurais aimé aujourd'hui pouvoir prendre 1h30 pour répondre à tous les points qui ont été soulevés entre-temps, qui vont des remarques les plus pertinentes aux gens qui nous expliquent que le marché des comics va très bien, enfin voilà, il y a eu énormément de choses qui sont dites dessus. Encore une fois, comme je le disais dans la dernière vidéo, malheureusement, j'ai pas le temps, parce que les journées font 24 heures ici aussi, d'organiser moi-même une sorte de table ronde là-dessus. Il s'avère qu'à Nantes, à la fin du mois, on va se retrouver avec des gens d'Urban Comics, avec Olivier Jalabert aussi, et je crois Thierry Mornay de Delcourt, donc ça ne représentera pas tous les comics, mais en tout cas, ça représente à peu près le marché dont je parlais la dernière fois. Et d'ailleurs, petit disclaimer, parce que je tiens à parler de ce sujet, je n'évoquais pas ni Delirium, ni Bliss Comics, qui pour moi font un travail formidable, ils le savent, que ce soit Florent et Laurent, c'est des gens qui vraiment travaillent pour la culture. Et d'ailleurs, le sujet de fond que j'évoquais la dernière fois, ce n'était pas qu'un sujet de marché, c'était une question de culture avec un grand C, et de préservation de la culture et de diversité de ce qu'on peut publier. Je ne disais pas, j'essaie de répondre vite fait aux trucs qui m'ont vraiment choqué, parce que malheureusement, on retient que les trains en retard. Je ne disais pas que parce qu'un bouquin est indé, un bouquin est forcément bon. Je disais que nos deux indés ont gagné les Eisner Awards et ont été en sélection officielle à Angoulême. À partir de là, c'est pas moi qui dis qu'ils sont bons. C'est pas moi qui décide qu'ils sont bons. Et d'ailleurs, il y a des indés qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout eu ce genre de prix, The Savage Shores, Like Giants, The Few, qui pour moi sont encore meilleurs qu'Invisible Kingdom ou Bitterroot. Mais voilà, je voulais... Parce qu'on me fait dire des choses que j'ai pas dit, et du coup c'est un peu emmerdant, parce que je suis carrément chaud pour prendre du temps pour avoir des débats, mais il faut que ce soit des débats où on écoute, enfin on s'écoute, et ça vaut pour moi aussi à écouter ce que les gens disent, et j'ai passé des heures et des heures à lire des commentaires sous la vidéo de la dernière fois, sur Twitter. On m'a expliqué que c'était du chantage de dire que les comics vendent pas, donc en fait je faisais cette vidéo pour vendre les comics. Enfin les gars, sans déconner, enfin je pense qu'on peut pas dire ça, parce que c'est pas moi, et je pense que vous le savez, parce que je suis un passionné pur et dur, avec toutes les majuscules dans le mot, que honnêtement, on va parler de ça aujourd'hui, donc enfin je veux dire des projets plus commerciaux, on en a, et on pourrait faire que ça en vérité, et ce serait plus facile pour moi au quotidien de faire que des bouquins commerciaux et des licences et des trucs qui vendent relativement bien sur ce petit marché de niche qui est celui des comics, plutôt que d'aller me faire engueuler par ma direction parce que je fais des The Plot qui vendent 667 exemplaires, je m'en souviens parce que ça fait 667. Ouais, parce que c'est la réalité du marché en fait. The Plot tome 1, c'est 667 exemplaires vendus à date. Alors peut-être 669 depuis, on en a peut-être vendu 2 depuis les 2 semaines où j'ai regardé les dates. The Plot tome 2, parce que c'est vraiment une conséquence très concrète de ce que je vous disais la dernière fois, a été annulé entre ces deux vidéos, celle de maintenant et celle de février. The Plot tome 2 a failli ne pas sortir. Genre, il a été annulé en réunion de tirage. On a dit, bah non, pas assez de lecteurs sur le T1. Désolé Sullivan, tu devras assumer auprès des auteurs, auprès de tes partenaires américains et tout. On ne peut pas le sortir. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ma direction? Évidemment qu'on peut pas le sortir si on a que 660 lecteurs sur le tome 1. Et je dis pas que The Plot mérite d'avoir 1 milliard de lecteurs. Je dis juste que c'est ça la réalité du marché, et que la différence, c'est que je devrais peut-être pas, parce que ça fait de moi le mec qui ramène les problèmes sur la table et qui est un peu rabat-joie et tout ça. Mais personne ne le dit. Mais parce qu'il y a tellement d'opacité dans les ventes du livre en général que ça arrange beaucoup de gens, cette opacité, et qu'on dise pas les choses. Et moi, j'ai mon caractère de con qui peut déplaire, et je l'entends tout à fait. Mais du coup, j'aime bien dire la réalité, parce que la réalité, c'est que la culture avec un grand C, la culture des indés et la culture des comics un peu différents, elle est menacée. C'est une réalité. On peut me dire tout ce qu'on veut, le comics c'est un marché de niche, finalement, le marché grandit, mais c'est parce qu'il y a une contraction à cause du manga. Non, le marché grandit parce qu'il y a eu 55 000 Batman Fortnite l'année dernière. Après, du coup, on peut argoter sur des chiffres et tout, mais le problème, c'est aussi qu'il y a tellement d'opacité sur les chiffres que du coup, je peux pas, par respect, vous dévoiler les chiffres de tout le monde. C'est pas possible. C'est pas mes bouquins, c'est pas mes collections et tout ça. À eux de le faire à la rigueur, ou à vous de leur poser la question. Mais du coup, on peut difficilement avoir un débat sur des données que je ne peux pas communiquer. Parce que c'est une affaire de data. Mais pas seulement. Parce que c'est pas qu'une affaire de marché. Comme je le disais, c'est une affaire de culture. Et que, concrètement, si on veut parler vrai, il y aura 5 ou 6 bouquins de moins chez iComics l'année prochaine par rapport à cette année. Alors que depuis le début, on se contente de 20 bouquins par an, ce qui est assez frustrant parce que j'aimerais en faire 25 ou 30, et parce que le marché est comme ça, et l'année prochaine, il y en aura moins. Parce que c'est dur. Parce qu'il y a plein de trucs qui vendent pas, et qui du coup perdent de l'argent, et qui sont écologiquement des aberrations. Parce que les The Plot qui n'ont pas été vendus, bah ils vont partir au pilon. Et le pilon, le taux de recyclage du pilon, il est très très faible, parce que les encres ne permettent pas de bien recycler le papier et tout ça. Bref, c'est un sujet qui est
je déteste ce mot, mais un peu à 360. Il y a beaucoup de données à prendre en compte. Et c'est pas d'ailleurs que sur les indés. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais bon, le son de comics c'est des super-héros, et les super-héros ça va. Bah, j'en fais pas beaucoup des super-héros. À la rigueur, on peut dire que ça s'en est. Ça va pas à des masses non plus, et pas les tortues. Hein. Je vous parle des super-héros, de celui qui court très vite là, de l'autre là qui vole, de machin, de trucs. En gros, si t'es pas une chauve-souris ou une araignée, en super-héros, c'est super chaud pour toi aujourd'hui. Même si t'es un groupe de super-héros avec un super film de Joss Whedon, enfin pas super film, je sais pas, mais il y a 10 ans. Et pareil, c'est pas mes bouquins, donc c'est pas à moi de le dire, mais c'est une réalité. Et par ailleurs, c'est des dialogues que j'ai avec les autres éditeurs dans le privé, tout ça. La seule différence, c'est que je viens porter le truc. Et que je viens porter le truc pour qu'on puisse en discuter avec des libraires, qu'on puisse en discuter avec des influenceurs, avec des youtubeurs et tout ça. Donc c'était cool, il y a eu Angoulême entre temps. Donc à Angoulême, on a pu en parler. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah merci d'avoir dit la vérité et tout ça ». Mais c'est pas une posture du mec qui veut dire la vérité ou qui est le lanceur d'alerte ou je sais pas quelle connerie. C'est j'aimerais qu'on ait un débat pour savoir où on va avec cette culture au global et si vraiment ça vaut le coup de se battre à mort pour la préserver. Parce que le futur, chez iComics en tout cas, je ne parle que de ce que je connais et de ce que je préside entre guillemets, même si c'est pas moi qui décide d'enlever 5 bouquins l'année prochaine, le futur il va ressembler à ça, à des licences, à des bouquins qui pour le coup sont beaucoup moins risqués. Et ça c'est vrai dans toute l'industrie du livre aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste un petit disclaimer par rapport à ça. Il y a 1 milliard de trucs hyper pertinents que j'ai lus dans les commentaires et tout, sur le format souple, sur des prix plus élevés, avec des fabrications plus luxe, sur évidemment la collection à petit prix format manga qui va être lancée chez Urban bientôt, et qui, si elle fonctionne, évidemment sera émulée par d'autres éditeurs derrière. Par nous, je pense pas, parce que c'est pas enfin, iComics n'est pas ce genre de projet au sein de Brajlon et Hachette, mais il y a des vrais sujets aujourd'hui sur la table. Et pour le coup, cette collection, j'ai pu en parler avec la personne qui s'en occupe, et donc pareil, il y a des choses qui me posent question, mais j'ai aussi eu des explications. Moi-même, je suis un affreux conservateur avec le comics, donc pour moi le comics doit exister dans son format qui est le A4 et tout ça, et le réduire au format manga, c'est pas la façon dont je fais les choses. En même temps, comme je l'ai dit plusieurs fois, si ça permet de faire rentrer un lectorat qui aujourd'hui ne lit pas de comics vers les comics et qui derrière va venir découvrir l'infinie richesse de cette culture, franchement tant mieux. Enfin, je prends avec grand plaisir. C'est pas parce que moi je suis pas client que en tant qu'éditeur je me rends pas compte du bien que ça peut faire à notre petit marché. Et à côté de ça, j'aimerais aussi discuter du coup avec des gens qui sont pas d'accord, j'en ai vu plein, notamment les plus polis et les gens qui sont moins dans l'invective ou dans la personnalisation de mon discours, et qui me font dire des choses que j'ai pas dit, parce que c'est con à dire, mais j'ai un peu pas le temps en plus de devoir me justifier alors que j'estime que les vidéos, voilà, enfin ça sert à rien de tordre ma parole. Il y a une preuve qui est la vidéo, donc si on doit revenir à des extraits à chaque fois, ça va être un petit peu long, quoi. Mais j'aimerais toujours cette année réussir à organiser un truc. On en a parlé avec un autre comics blog, on en a parlé avec plein d'autres gens, on a reçu beaucoup d'invitations pour aller faire des podcasts et tout. Mais c'est pareil, si c'est fragmenté un peu partout à droite à gauche pour répéter un discours prémâché, c'est pas hyper intéressant. Je pense que vraiment l'enjeu, il est que tous les gens qui ont un rôle de prescription ou d'action au sein de cette industrie se mettent autour d'une table, en discutent entre eux et qu'on tire un peu des conclusions. Et encore une fois, je reviens au début de ce que je disais tout à l'heure et après je passe aux bonnes nouvelles, je fais un distinguo net entre les éditeurs industriels que nous sommes et des gens comme Bliss, comme Delirium, même comme Achilleos, qui sont des gens qui travaillent pour la culture, avec un grand C, et qui sont pas forcément là pour pousser les concurrents des rayons, ou pour gratter des parts de marché, ou pour inventer la nouvelle stratégie de diffusion ultime pour voilà. Parce qu'il y a aussi plein de choses à dire sur le rôle des libraires derrière, que vendre du comics aujourd'hui c'est une certaine marge, alors que vendre du comics à très peu cher c'est pas de marge. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les collections à petit prix sont réservées aux grandes surfaces alimentaires, donc Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Voilà. Il y a 1 milliard de données et je sais que le monde de l'édition est déjà suffisamment opaque comme ça, celui du marché encore plus parce que c'est un peu nos petits secrets et tout, et c'est dommage parce que du coup ça permet pas d'avoir un débat sur des bases un peu égalitaires, quoi. C'est-à-dire que, et je dis pas du tout, par ailleurs, je dis pas du tout que ma vision est la bonne ou que j'ai absolument raison et tout. Au contraire, j'ai envie de comprendre ce qu'on pourrait faire, et c'est parce que je n'ai plus d'idée en fait. À part ça, voilà, mon idée c'est ça. C'est un prix de lancement à 9,90. Paye ton originalité. C'est un truc que Urban ils font depuis pas mal de temps sur leurs indés et tout, que nous on ne peut pas se permettre de faire parce qu'on n'a pas du tout la même économie et que chez nous aucun bouquin ne peut se permettre d'être à perte volontairement, dirais-je. Alors après il y a des bouquins qui perdent de l'argent. Encore une fois, 667 exemplaires de The Plot, on gagne pas d'argent, hein, je vous rassure. Mais voilà, mon idée elle s'arrête là.
Et encore, parce que aujourd'hui il y a une crise des matières premières qui nous frappe et qui est très 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 concrète et où c'est particulièrement le comics et le franco-belge qui prennent cher, parce que c'est du relié cartonné et parce que c'est de la couleur à l'intérieur, qui sont les deux trucs qui aujourd'hui posent vraiment problème. Du coup, on peut, en fait, ce 9,90 en prix de lancement, il existe pendant 6 mois, parce que et ça ne peut être qu'un prix de lancement, pas un prix tout court. Alors que c'est un bouquin qui a une faible pagination et tout ça, et que derrière il va repasser à 12,90 une fois passé la date du 31 octobre. Du coup, c'est pour Halloween. Voilà, bref. On va parler un petit peu d'édito parce que c'est quand même encore ce qu'on fait de mieux. Mais s'il vous plaît, essayons de trouver le temps cette année pour en discuter avec des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord, des gens qui viennent de tous les milieux et tout ça. Cessons les petites invectives ou de penser qu'il y a du chantage et tout derrière tout ça parce que c'est super vexant, très honnêtement. En vrai, heureusement qu'il y a plein de gens qui donnent de la force et tout ça, parce que lire des trucs comme « Oh, mais ce que tu fais, c'est du chantage », particulièrement venant de gens qui, normalement, soutiennent iComics et le discours que je peux avoir de transparence vis-à-vis de l'industrie, je vais pas vous mentir, des fois, ça me donne envie de jeter les armes sur iComics. Ça me donne envie de dire « Ok, bon, bah c'est bon, vas-y, j'arrête. » Enfin, j'ai d'autres projets, vous le savez. On se casse la tête pour peu de choses. C'est des économies de bout de chandelle à tous les étages, de toutes les étapes. Voilà, donc c'est un peu décourageant du coup, et j'aimerais bien qu'on puisse avoir des discussions honnêtes, franches, quitte à ce que ça se plaise pas, voilà, qu'on s'envoie des fions de temps en temps, c'est pas le problème, je sais faire, vous savez faire et tout, c'est pas le souci. Et voilà, arrêtons de déformer, d'inventer et tout, parce que c'est super relou et ça fait rentrer le débat dans une mauvaise direction alors qu'on a déjà pas le temps de bien s'organiser et de parler des vraies choses. Voilà, bref, c'était censé être court, désolé, c'est comme d'hab. Revenons du coup à la sortie du mois de mars. Tortue Ninja tome 16, le royaume des rats. Avec sa très belle couverture. On approche de la fin de la série régulière des Tortues, puisque vous le savez, le tome 19 sera le dernier avant Reboot. Tome 19 qui sortira en début d'année prochaine, c'est le tome qui va entamer la saison des Tortues. C'est-à-dire que à partir de là, en fait c'est toute fin mars, donc je vais dire début avril, parce que sur mon planning il était encore début avril, vous allez avoir beaucoup de sorties Tortues. Vous allez avoir le tome 17 bien évidemment, le tome 18 aussi cette année, alors en toute fin d'année mais quand même. Vous allez avoir le nouveau tome des classiques évidemment au mois d'octobre, comme tous les ans, un petit tome de classiques. Vous allez avoir de l'Astronine où on va faire exploser la direction artistique habituelle et que d'ailleurs je le dois à un ami mais pas seulement, qui est un confrère, qui est Nicolas Beaujouan, qui fait des merveilles sur 404 Comics, et je ne peux que vous conseiller d'aller lire ses titres parce que pour moi il rappelle un peu ce que c'est qu'une direction artistique de comics aujourd'hui, et il nous a tous ringardisés, hein, tous sans exception. À part peut-être justement Delirium qui a une DA qui est pareil dans le livre objet et tout ça, mais voilà, ce que fait Nico c'est absolument dingue, et donc ça me donne aussi des envies de sortir de ce carcan. Si on n'en sortait pas aujourd'hui, c'est de ma faute, c'est parce que c'est moi qui avais peur de sortir de notre DA et de ce fameux truc du rangement en dos très clinique que peuvent avoir les comics, qui sont très beaux quand il y a 5 tomes, qui deviennent complètement affreux quand il y en a trop. Et enfin, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Du coup, The Last Ronin, vous aurez vraiment une fab qui va sortir de ses gonds, vous aurez des bonus, vous aurez une couverture inédite pour la France, enfin inédite pour la France, non, elle n'est pas dessinée pour la France, mais disons qu'elle a jamais été utilisée en couverture du relié The Last Ronin à part en France, d'un artiste qu'on aime beaucoup. En mars 2023, ce sera les 5 ans des Tortues Ninja. Ce sera aussi la sortie de Shredder in Hell à ce moment-là. Donc en gros, ce que je veux vous dire là, très rapidement, c'est que de maintenant à mars 2023, ça va être la giga fête pour les Tortues. Que ça a été un long fleuve pas tranquille du tout, la publication des Tortues. Vous savez, on a failli abandonner plusieurs fois. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription. Finalement, la série est repartie. Grâce à vous, sur Twitter notamment, et sur Instagram, et dans les librairies, et tous les prescripteurs qui avaient pu soutenir, et Chris et d'autres qui avaient vraiment donné de la force. Du coup, aujourd'hui, c'est une série qui va relativement bien. Pareil, elle gagne pas des milliers et des cents et on perd de l'argent pendant les longs, pendant quasiment 1 an d'exploitation sur chaque tome des Tortues. Mais petit à petit, on arrive quand même à se rattraper et à faire que cette licence ait le droit juste de continuer, en fait, au sein de notre structure. Parce qu'il y a des trucs magnifiques à venir. Encore une fois, de l'Astronine et Shredder in Hell, pour moi, c'est les 2 aboutissements absolus de ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans bientôt, du coup. C'est enfin 4 ans, parce qu'on va pas trop se vieillir, c'est dans 1 an qu'on aura 5 ans. Donc voilà, pour les fans des Tortues, ça va être chambé, ça va être une très belle période. La fin d'année chez iComics, c'est clairement dominé par les Tortues, vous verrez. Et j'espère que vous serez contents et que ça fera pas trop râler ce qu'on va faire sur de l'Astronine, où on va essayer de sortir un petit peu, comme je vous dis, de notre direction artistique et de notre fabrication habituelle. Parce que vraiment, tout le monde est sur le front.
Et vous savez, notamment avec la Fab sur Mangetsu, on a énormément d'allers-retours, on partage beaucoup d'idées et tout. Sur iComics, c'était un peu moins vrai ces dernières années parce qu'on avait cette DA un peu figée et tout. Là, on s'éclate, on imagine des trucs de zinzin. Je vous mets pas de photos des espèces de protos qu'on a fait parce que je vais vous faire rêver sur des trucs qui n'auront peut-être pas lieu derrière et ce serait dommage. Mais croyez-moi qu'on veut mettre les petits plats dans les grands pour de l'Astronine et qu'avec le Royaume des Rats est entamé le dernier arc jusqu'au numéro 100 du coup en VO, jusqu'au 100e chapitre de Tom Valls là, et que on va y aller vraiment tambour battant et que bah voilà, ça reste une fierté de ouf de présider aux Tortues en comics. En plus de ça, on sait que à l'été 2023, je sais plus exactement quel mois, je crois que c'est début août, mais je suis pas sûr, on a le film de Seth Rogen, enfin produit par Seth Rogen, réalisé par le réal de The Mitchells and the Machines, qui était un pur film d'anime sur Netflix, qui est un peu la Spider-Versisation des Tortues, mais qui est aussi un nouvel univers Tortue du coup au ciné, qui va peut-être nous aider pour la popularité de la série. Ce serait le bon moment puisqu'on sera pile poil au moment du reboot par Sophie Campbell à cette période. Donc voilà, super content d'en être là aujourd'hui avec les Tortues, et le meilleur est à venir d'ici la fin de l'année, vraiment promis. Je suis trop content de cette couve aussi parce que et je sais que vous aussi, quand on l'avait dévoilé il y a quelques mois, tout le monde était vraiment ravi de ce choix. Et bah voilà, la série après en elle-même, je vais pas vous raconter, on est au tome 16, donc voilà, mais c'est évidemment lié au Roi des Rats là sur ce tome-là, et c'est toujours de la bombe, donc voilà, les fans des Tortues, on se sert. Bref, je passe à l'autre sortie du mois. L'autre sortie du mois, c'est une des plus grosses sorties de l'année chez iComics, bien évidemment. C'est The Witcher, un grain de vérité, adapté des nouvelles d'Andrzej Sapkowski, du coup adapté par Jacek Rembis, Travis Currit et dessiné par Johan Scharf, mise en couleur par José Villarrubia. Du coup, c'est pour ça. Non, je le garde pour après celui-là, parce qu'on l'a reçu ce matin aussi, donc voilà, je suis un peu ému. Mais du coup, cette version-là est en couleur, donc c'est ce que je voulais vous dire. Avec Lock and Key de Golden Age, enfin Lock and Key l'âge d'or qui sortira un mois plus tard, c'est-à-dire au mois de mai, c'est très clairement la prio numéro 1 pour nous, donc vous risquez d'en voir pas mal si vous allez chez votre libraire ou à la Fnac ou quoi. C'est un honneur pour nous d'avoir rapatrié la licence Witcher, vous le savez, on avait fait ce trailer que vous aviez découvert il y a quelques mois pour vous l'annoncer. C'est un très très bon bouquin, alors c'est une faible pagination, mais vous avez quand même des bonus à la fin. Un grain de vérité, c'est l'histoire qui réadapte La Belle et la Bête au sein de l'univers Witcher, donc c'est La Belle et la Bête version Dark Fantasy en gros. C'est une histoire qui, je crois, parce que j'ai pas encore maté la saison 2, a été adaptée dans la saison 2 de The Witcher, notamment parce qu'on a un blurb d'Henry Cavill. D'ailleurs, je ne pensais jamais dire cette phrase dans ma vie, mais voilà, on a un blurb d'Henry Cavill. On n'a pas ses muscles, mais on a ses mots. Et voilà, c'est du coup un prix de lancement à 9,90, qui est évidemment un enjeu là aussi énorme pour nous. C'est très très quali, honnêtement. C'est pas nous qui publions l'autre série Witcher qui était dérivée des jeux vidéo, mais je peux le dire quand même sans vexer personne, pour moi c'est mieux. Vraiment, c'est une toute autre approche parce qu'on est vraiment proche des romans de Sapko et tout, donc de quelque chose qu'on connaît très très bien chez Brajlon. Alors moi-même, pas tellement parce que je suis pas du tout un expert de The Witcher au départ. Enfin, j'ai joué à Witcher 1 et Witcher 3 et ça s'arrête à peu près là. J'ai lu 2-3 nouvelles histoire de parce que je bosse chez Brajlon, donc en fait on est obligé. À l'embauche, ils nous font lire des nouvelles de The Witcher, sinon on n'est pas accepté. C'est faux, hein, évidemment. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très efficace. J'aime énormément le dessin de Johan Scharf et je trouve que ce modèle des adaptations des nouvelles en roman graphique, mais le terme est un peu galvaudé, c'est une super idée. Il y en aura 7 au total. Et du coup, le tome 2 devait sortir cette année, mais finalement, il sortira en tout début d'année prochaine. À noter que c'est une worldwide release. On sort en même temps que les US, c'est-à-dire que ce bouquin n'existe pas encore aux États-Unis. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas encore de preview, donc les pages que je viens de vous montrer, techniquement, on les dévoile. Et qu'on est même un peu en avance, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont parce que le territoire est très grand, là non plus, je vous apprends rien, ils ont 2 dates de sortie. C'est-à-dire, ils ont une date de sortie en librairie dans un premier temps, qui est la même que nous, c'est-à-dire le 20 avril, et ensuite une date de sortie Amazon, qui est, Amazon et consort, Book Depository, et je sais pas quels sont les gens qui vendent des livres sur le net, en se faisant des margeries aux US, mais voilà. Et eux, ça sortira début mai. Donc c'est, pour le coup, très très cool, parce que c'était pas facile à monter, une worldwide release, vous imaginez bien que c'est énormément de contraintes en termes de prod, et je salue très très fort Julie et Emma qui ont fait un super boulot dessus parce que vraiment c'était pas simple de proder aussi vite, mais on l'a fait, on l'a bien fait, et on est très content du résultat. Et surtout, je suis vraiment content de pouvoir le proposer à 9,90, mais surtout très content de l'autre version de The Witcher, Un grain de vérité, que j'ai découvert ce matin avec beaucoup d'émotion. C'est la version tirage de tête en noir et blanc. Alors j'ai 1 milliard de trucs à vous dire dessus.
Déjà, il y a une dorure noire ici, ça se voit pas, parce que le noir absorbe les couleurs. Donc voilà, mais du coup c'est fin, mais du coup j'aime bien les effets de fab fins du genre, et j'en suis vraiment très content. En plus ça fait bien ressortir le titre Un grain de vérité par-dessus l'ombre qui est juste là. Par où commencer? C'est un tirage de tête. Donc la culture du tirage de tête, c'est une culture du franco-belge, c'est une culture où on va agrandir les planches et les faire en noir et blanc, en gros. Donc, suspense, mais je crois que ça se voit, ça se comprend un petit peu avec la DA. Tout le bouquin est en noir et blanc avec un superbe rendu par rapport au niveau de gris et l'ancrage de l'auteur. Je pense que Jean-Victor vous mettra des planches à plat, ce sera en numérique, ce sera plus efficace que moi avec les différents reflets qu'il y a ici. Mais très honnêtement, je préfère 100 fois cette version parce que je trouve que le trait de Johan Scharf se prête très bien au noir et blanc, qu'il y a énormément de contraste. Bah là, vous le voyez, cette page-là, elle est pas mal d'ailleurs pour le présenter, que ce soit sur Ablette ou sur sa cape ou quoi. Il y a vraiment, même là, hein, sur l'ombrage, juste sur les feuilles et tout, l'auteur a réfléchi vraiment avec un jeu sur les espaces négatifs. Et à vrai dire, je suis surpris que cette version soit une exclusivité française, c'est-à-dire que la version noir et blanc, c'est que en France. Et merci beaucoup à Dark Horse d'avoir accepté parce qu'ils étaient franchement pas obligés. Notamment sur une prod qui était faite dans un laps de temps aussi court. Et merci à CD Projekt aussi, qu'on connaît bien et qui sont vraiment adorables et qui sont venus au bureau il y a pas très longtemps, d'avoir accepté parce que c'est vraiment très cool. L'autre argument très fort, c'est que un artiste que j'aime de tout mon cœur et pour son travail et dans la vie privée parce que c'est un amour absolu, c'est Dick Eruan, dessinateur de Bleed and Dry, qui nous a fait l'honneur de cette incroyable couverture. Très honnêtement, c'est une des plus belles illus que j'ai jamais vues sur Witcher, hein, tout bêtement. C'est mon collègue Pierrick qui m'a aidé à faire le brief pour être vraiment raccord avec les différentes thématiques du récit. Donc vous avez cet ombrage sur La Belle et la Bête, vous avez Ablette et Geralt qui arrivent du coup auprès de cette tour dans laquelle l'action va se dérouler et tout. Bref, il a tué le brief, comme on dit. On a été obligé de mettre le petit bandeau à la fin. On a négocié pour qu'il soit là plutôt qu'ici parce que je trouvais que ça coupait l'illustration et tout. Mais c'est une obligation qu'on a. Vous le voyez sur le dos, du coup, on garde un peu l'habillage habituel iComics, mais ça va évidemment, comme Ike Giants, ressortir un petit peu parce que c'est plus grand. À noter quand même, et le petite édition collector, et toute la DA en noir et blanc aussi, vous aurez noté la finesse, waouh, sur le truc, donc le petite édition collector là, à noter que c'est à 19,90 € par contre. Ça peut paraître cher. Honnêtement, ça l'est pas vraiment. Quand je vois le ratio de fab que ça représente, même si c'est des pages en noir et blanc à l'intérieur, en vrai, on pouvait pas vraiment le sortir à moins cher. Notamment parce que dès qu'on sort des formats, en fait, c'est une question de calibrage machine, et je veux pas rentrer trop dans la technique parce que c'est un peu relou, et même moi, j'y comprends pas tout. Mais du coup, on est sur d'autres machines, des machines beaucoup plus coûteuses, qui servent moins souvent et tout ça. Et donc, du coup, on n'est pas sur le format A4 où les machines sont déjà calibrées et tout ça. Ce qui fait qu'on peut pas le sortir à 14,90 ou quoi. De toute façon, c'est une édition collector, limitée. Quand il y en a plus, il y en a plus. C'est pas destiné à être vraiment réimprimé. C'est aussi un test pour nous, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, il y aura pas de version noir et blanc sur le tome 2 et sur le tome 3, enfin le tome 2, tome 3. Il y a à peine des tomaisons hein, sur cette série, mais on en met quand même histoire par rapport à la chronologie de publication. Mais du coup, c'est un test. Si à l'inverse ça fonctionne, et ben Dick sera ravi de revenir et de nous faire encore une couverture incroyable pour la seconde nouvelle, la troisième et tout ça, jusqu'à la 7e. Ce qui, en termes de projet édito, est un kiff absolu. Je vais pas vous mentir qu'avoir un cover artiste, comme les Américains quand ils font de la créa, particulièrement un mec comme Dick, qui est un ami et qui est un des meilleurs dessinateurs de sa génération, tout simplement, bah c'est de la folie. En plus, Dick est très fan de The Witcher, de la licence. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai demandé, c'est parce que quand il était en France il y a quelques mois, je l'ai vu faire un original sur The Witcher, et je dis mais t'adores The Witcher et tout. Il dit mais mec, je suis méga fan, machin, si un jour je pouvais et tout, mais voilà. Donc l'occasion fait le larron, comme on dit. Il est venu poser ça tranquillement. Je m'en remets toujours pas de l'utilisation de l'espace négatif sur la cape de Geralt qui juste créer l'effet de silhouette qui vient au-dessus et tout. Enfin bref, ce mec est un génie. Donc voilà, ça sort là aussi le 20 avril, là aussi normalement partout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est un premier pas vers la sortie de notre format habituel et tout ça. Et c'était pas facile pour moi de l'accepter au premier abord, et en même temps, il fallait bien faire autre chose pour avoir une vraie édition collector qui mérite d'exister en tant que telle. Et puis n'hésitez pas, quand vous l'aurez dans les mains, du coup, d'ici 3 semaines à peu près, de me dire, enfin moins que ça d'ailleurs, non, c'est dans 2 semaines que ça sort au final. Je suis complètement perdu avec les dates, je suis désolé. On est début avril, on est le 8 avril aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Donc ça sortait ça dans moins de 2 semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du noir et blanc par rapport à la couleur, de la façon qu'on a eu d'aborder du coup la fab, les effets et tout ça, parce que bah on s'est donné quand même dessus, hein. Vraiment, ça a été beaucoup de
réflexion, beaucoup de questionnements et tout ça. Et on en est très fiers, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, toss a coin to your Witcher, comme on dit dans le jargon. Puis voilà, on se retrouve l'année prochaine pour le tome 2. Et puis, on se retrouve évidemment, nous, le mois prochain pour Lock and Key l'âge d'or, qui, là aussi, est un bouquin qui va vraiment affirmer le fait qu'on cherche à faire les choses différemment sur iComics, notamment avec une petite dorure sur le titre. Alors, ça a été dommage sur un titre qui s'appelle Lock and Key l'âge d'or de se louper sur la dorure. Mais du coup, je vous rassure, c'est pas le cas et elle est magnifique. Une dorure un poil steampunk. En plus, on a trouvé une teinte absolument parfaite. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Laissez des commentaires, soyez gentils, parce que je fais pas ça par caprice, encore une fois, je fais ça vraiment pour essayer d'aider la culture comics. Et bon, ça fait 12 ans que je suis dedans maintenant quand même, Comics Blog c'était il y a 12 ans, donc je fais vraiment pas ça par intérêt commercial pur. Mon intérêt commercial pur, il est pas chez iComics aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Donc, et enfin même, il est pas dans mon métier tout court, parce que c'est pas comme ça que j'envisage le métier, et je veux jamais être vu comme ce genre d'éditeur qui ne fait les choses que pour des questions de ratio, de marge, de technique de diffusion et tout. Vous le savez, c'est pas comme ça qu'on taffe, donc s'il vous plaît, quoi. Bref, prenez soin de vous, lisez plein de comics chez tout le monde, il y a plein de bonnes séries chez tout le monde, je ne voudrais pas que mes saillies envers la concurrence soient vues comme ça. Tout le monde a des très bonnes choses à proposer. Je vous embrasse très fort. Les Nantais, on se voit du coup le 30 avril. Alors je sais pas si c'est à la mystérieuse librairie nantaise directement ou à côté, je crois que c'est pas tout à fait dans la librairie, mais à côté. Avec François Hercouet, avec Thierry Mornay, avec Olivier Jalabert, et on parlera des planches qui nous ont le plus marqué. Voilà, on a fait tout un petit portrait chinois des comics. J'ai cité littéralement 0 iComics, je crois, parce que je suis un très très bon marketeur, vous le voyez encore une fois. Mais c'était un super exercice à faire, et vraiment leurs questions étaient pertinentes, et ça nous permettra peut-être d'entamer, parce que je crois que ça va être live streamé ou quelque chose du genre, et ça permettra peut-être d'entamer une discussion au moins entre éditeurs de ce qui se passe avec le marché actuellement aujourd'hui, ce qui se passe dans les rayons pour les libraires et tout ça, puisque certains veulent nous dire que tout va bien, mais bon, la vérité, elle est un peu différente quand même. Alors peut-être que tout ne va pas mal, c'est pas ça que je dis non plus, mais bon, quand même, ça mérite discussion, ça mérite débat en tout cas, donc essayons de commencer ça à ce moment-là, et puis après, je relance l'appel, si des gens veulent organiser un événement qui s'appellerait la table ronde des comics, qui n'appartient pas à une marque ou à un prescripteur ou à un youtubeur en particulier, bah ce serait encore plus cool que personne tire trop la couverture, et que voilà, on se mette un peu tous ensemble, et que des libraires et des diffuseurs viennent donner leur vision et leur version de l'histoire aussi. Je pense que c'est hyper important. On ne peut pas parler d'un marché sans les libraires et sans la diffusion et la distribution. C'est comme ça. Le marché, c'est pas uniquement la maison d'édition et le lecteur. C'est une logistique gigantesque, invisibilisée. Malheureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que ça gagne à être connu en fait, ces métiers-là, et qui peut apporter vraiment beaucoup d'éclairage déjà, sans même aller jusqu'aux chiffres GFK et les semaines de lancement et les plus gros porteurs du marché, etc. Bref, prenez soin de vous, à bientôt tout le monde, on vous aime très fort comme d'habitude, et puis n'hésitez pas à me faire vos retours sur The Witcher si ça sort dans 2 semaines du coup.